l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Vous êtes bien sur Africable Télévision, bienvenue, bonsoir à tous, voici les titres de ce journal. La solidarité algérienne s'exprime à travers le réseau algérien des Amis du Mali. Réunis ce vendredi à Bamako, ses membres entendent contribuer à la résolution de la crise malienne. Au Bangladesh, près d'un mois après l'effondrement d'un atelier qui a fait 1027 morts, le travail a repris dans de nombreuses usines textiles du pays, mais avec la garantie de sécurité sur le site de confection. Et puis au Cameroun, à 3 jours de la fête du 20 mai, les préparatifs vont bon train. L'opération de marquage sur le site du défilé a commencé dès hier. De quoi s'agit-il exactement? Élément des réponses dans ce journal. Voilà pour le sommaire, c'est par le Mali que nous débutons ce journal avec cette conférence de presse tenue ce vendredi à Bamako par le réseau algérien des Amis du Mali. Il s'agit pour ses membres de témoigner leur solidarité au peuple malien et apporter leur contribution à la résolution de la crise qui traverse le pays. Écoutons Saïd Ayashi, membre du réseau, au micro de nos reporters Diakadi Diatangara et Cheikh Tidiane Koulibaly. Nous sommes ici venus témoigner de notre solidarité avec les épreuves que traverse le peuple voisin et frère du Mali, envers lequel nous avons une dette historique pendant notre guerre de libération. Nous sommes représentants de la société civile algérienne à travers l'émanation du réseau algérien des Amis du peuple malien et à travers aussi le Front citoyen africain pour la démocratie. Nous allons discuter de l'urgence d'abord de la crise malienne, parce qu'on ne peut pas ignorer un tel fait, en ce sens que nous parlerons bien sûr de l'avenir immédiat du Mali, comment nous pouvons, nous, société civile, aider nos frères au Mali à traverser cette épreuve. Et puis aussi, nous allons nous constituer donc en réseau de société civile afin de nous inscrire dans la durée et développer au bénéfice des couches les plus vulnérables de nos différentes sociétés des programmes aussi bien de formation que de soutien aux uns et aux autres. Nous restons au Mali, toujours dans le registre de la résolution de la crise. François Hollande s'est engagé à faire voter tous les Maliens lors de la présidentielle du 28 juillet prochain, y compris à Kidal où le mouvement rebelle MNLA refuse de désarmer. Écoutons le chef de l'État français, c'était hier, lors de son grand oral devant la presse. Je suis attaché à ce que les élections se tiennent à la date prévue. Hier, j'étais donc à Bruxelles, conférence pour le Mali, et le président Traoré a une nouvelle fois, devant l'ensemble des donateurs, et l'Europe fait un gros effort, rappeler que c'était un engagement, pas simplement de sa part, mais de l'ensemble des formations politiques maliennes. Mais pour y parvenir, nous devons assurer que sur l'ensemble du territoire, il puisse y avoir l'organisation du scrutin, pour qu'il ne soit pas contesté. Nous avons dit que nous étions prêts à accompagner l'administration civile malienne à Kidal pour qu'elle organise les élections. Et nous avons souhaité, je crois que ça va se faire, qu'il y ait un dialogue politique qui puisse se réaliser entre les autorités maliennes et ce mouvement, de façon à ce que les élections puissent se tenir à la date prévue. Et quoi qu'il arrive, nous assurerons nous-mêmes, et j'en prends ici l'engagement, le fait que les Maliens puissent voter partout. Voilà, mais s'agissant du dialogue intermalien, sachez que le président Dioncounda Traoré, qui a été reçu par le président François Hollande à l'Élysée, a affirmé aujourd'hui que le dialogue entre le pouvoir central de Bamako et la rébellion du MNLA est possible.
Autre sujet à présent, réunion à Libreville au Gabon, du groupe Afrique sur le changement climatique. Il s'agit d'échanger sur les nouvelles politiques de lutte contre les effets du changement climatique et proposer des pistes de solutions. C'est un reportage de nos confrères de la télévision gabonaise. D'entrée de jeu, le ministre a rappelé à l'assistance la problématique du changement climatique qui interpelle l'ensemble de la communauté internationale, en ce sens que tous les pays subissent ces effets dévastateurs au plan économique, social, humain et environnemental. C'est pourquoi il a exhorté les uns et les autres à lutter contre les causes et les impacts négatifs de ces changements pour l'intérêt, sinon la survie de l'humanité. Il est évident que le développement de nos pays se doit de prendre en compte le facteur du changement climatique. Au Gabon, par exemple, nous avons pris la mesure de cette réalité, si bien que le gouvernement s'inscrit en faveur du développement à faible émission de carbone. Je pourrais égrener les multiples actions que le Gabon a menées dans ce sens. Mais le devoir vous appelle à la concertation des synergies pour faire évoluer le processus de négociation des changements climatiques. Dans son propos galvanisateur, le ministre compte sur l'expertise du groupe Afrique pour continuer à défendre au mieux les intérêts du continent en évitant les dispersions orchestrées par certaines entités. Au Cameroun, la fièvre d'avant 20 mai 2013 est montée d'un cran avec les premières manœuvres militaires sur le site de la Grande Marche. Les hauts gradés de l'armée camerounaise ainsi que quelques troupes représentant les corps militaires et paramilitaires ont effectué l'opération de marquage au boulevard du 20 mai. Il s'agit donc de tracer à la chaux quelques repères indiquant aux défilants où et comment se mouvoir le jour J. De quoi s'agit-il exactement? Petite leçon des choses avec Serge Atagana, Bisso CRTV Yaoundé. Pour l'essentiel, c'était ça au boulevard du 20 mai ce jeudi. Et ça aussi. Les hommes en tenue achevaient de mettre des marques au sol, balises correspondant aux emplacements au micron près que chacun des maillons du défilé militaire devra occuper. Les autres, militaires, policiers, matons bires, gendarmes gabelous, les élèves officiers de l'EMIA, comme les commandos de Koutaba, reconnaissables à leur béret rouge sang, et même la 13e brigade qui forme le contingent invité spécial venu du Nigeria. Tous sur ces marques réglaient leurs pas. Pour les uns, un souci à se faire. Les petits apartés, c'est bien. Les vrais rassemblements, c'est encore mieux pour passer les consignes. Tiens, la caméra approche. Silence dans les rangs. La surprise du chef doit rester telle qu'elle. Oui, mais la CRTV ne demande plus l'autorisation. Ce qui reste à croquer pour le reporter, c'est la commande car déjà garée, non encore enjolivée. C'est la musique encore dans les camions, proche des éléments de sonorisation, amplis et enceintes, déjà disposés. La tribune officielle fait sa mue annuelle. Tapis rouge, tendu et retendu. La scène est encore libre. Badauds et colboxeurs peuvent encore déambuler. Regarder de près, voir, toucher du doigt ceux qu'ils admireront des hauteurs et de loin, lundi 20. Ces généraux en tenue qui vont et viennent, maintenant ainsi la pression de l'effort sur les défilants, tout comme ce général du micro, probablement en quête d'infos, chassant l'anecdote, les biscuits aussi. On a dû lui dire que le pas des militaires nigérians, c'est la marche de la reine. Fièvre et bouchons, déjà dans toute la capitale. Voilà, Serge Tangana Bisso, notre confrère de la CRTV Yaoundé. À présent, voyons en bref et en image ce qui fait le reste de l'actualité avec Kadi Diakiti. L'Union africaine appelle à une action de sauvetage du processus électoral à Madagascar, comme la communauté de développement de l'Afrique australe, avant elle, l'UIA a demandé ce jeudi le retrait des 3 principaux candidats à l'élection présidentielle prévue fin juillet.
Le réseau social Facebook est inaccessible depuis quelques jours en Guinée équatoriale, tout comme les sites de plusieurs partis de l'opposition. Pour les opposants au régime, il s'agit d'une manœuvre des autorités avant les élections législatives et municipales du 26 mai. Le gouvernement lui nie toute responsabilité et parle d'un virus informatique. Le bras de fer entre salafistes, djihadistes et gouvernement s'est encore durci ce jeudi en Tunisie autour de la tenue de leur grand meeting annuel prévu dans la ville sainte de Kérouan. Cette grande messe djihadiste a été interdite par le gouvernement, mais le mouvement Ansar al-Sharia maintient l'événement et attend plus de 40 000 personnes. Selon RFI, le président malien de transition Dionkouda Traoré a nommé un émissaire pour négocier avec le MNLA. Président du Parti pour la Renaissance nationale et ancien ministre, Thiabilé Dramé aura la mission de négocier pour que les élections puissent se tenir dans le nord du pays, notamment à Kidal où sont installés les rebelles Touaregs du MNLA. Dans l'actualité également, la Syrie, le patron de l'ONU était en Russie, Ban Ki-moon, et a rencontré le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Les deux hommes appellent conjointement à la tenue d'une conférence internationale sur la Syrie, toutefois pas de date annoncée. Au Bangladesh, maintenant, le travail a repris dans des centaines d'usines textiles du pays après près d'un mois, donc après l'effondrement d'un atelier qui a fait 1027 morts depuis chaque jour. Les manœuvres avaient débrayé près de Dhaka, la capitale, pour dénoncer leurs conditions de travail. 31 marques occidentales ont donc signé un accord pour renforcer la sécurité des sites de confection. Le travail reprend pour certains ouvriers. Quelques 300 usines de textiles rouvrent aujourd'hui leurs portes. Hier, l'association bangladesh des fabricants et exportateurs de textiles nous a donné le feu vert pour rouvrir à 100%. L'association du Bangladesh des fabricants et exportateurs de textiles a effectivement décidé hier de relancer la production, affirmant avoir reçu des garanties de la part des autorités. Le secteur tournait au ralenti depuis l'effondrement de l'immeuble du Rana Plaza près de Dhaka. Plus de 1000 morts à cause du non-respect des normes les plus basiques de sécurité. Il faut que notre industrie reparte. C'est la seule façon pour nous de survivre. Nous voulons que nos usines soient ouvertes. 80% des usines dans la banlieue de Dhaka étaient en grève. Les ouvriers ont eu le courage, malgré la répression, de descendre dans les rues pour dénoncer les salaires de misère et l'insécurité. Incendie, effondrement d'usines, des scénarios meurtriers courants dans le pays. Le drame du Rana Plaza a contraint certaines marques de vêtements qui sous-traitent avec le deuxième exportateur au monde de textiles à finalement agir. À des milliers de kilomètres de là, à Genève, une trentaine d'entre elles a signé avec des confédérations syndicales internationales un accord. L'Italien Benetton ou l'Espagnol Zara notamment s'engagent à œuvrer pour la sécurité dans les usines. Un petit pas en avant pour l'instant, car l'accord ne concerne qu'environ un tiers des usines de textiles du pays. Enfin, concrètement, reste aux autorités du Bangladesh à agir, légiférer pour permettre la mise en œuvre de cet accord. La page magazine de ce journal est consacrée aux coupures intempestives d'électricité. Le phénomène prend de plus en plus d'ampleur à Bamako. Conséquence, paralysie des secteurs économiques. Nos reporters Georges Atino Koulibaly, Cheikh Tidiane Koulibaly, caméra à l'épaule, micro à la main, ont fait le tour de la capitale malienne. Voici le reportage. En cette période de coupure intensive d'électricité, les micro-entreprises sont les plus touchées. Cybercafé, station de service, salon de coiffure, vendeurs de glace, entre autres, leur activité professionnelle ne dépendant que de l'électricité, ces structures payent le prix fort d'une crise qui s'aggrave de jour en jour et qui a un impact direct sur les chiffres d'affaires. La coupure a des effets vraiment techniques sur nos appareils et ça gâte les appareils et puis nous sommes convenus à beaucoup de problèmes sur le plan commercial aussi. C'est-à-dire nos chiffres d'affaires sont baissés. Si le courant est coupé, on est obligé vraiment d'arrêter le travail. Voilà. Donc cela nous fait causer vraiment beaucoup de pertes. Bon. Et puis ça crée des mésententes aussi.
entre les clients et nous. Les coupures de courant là, vraiment c'est très dangereux pour nous là. Le matin là, quand les gens vont aller au travail là, le moment où les gens sortent là, donc le courant va couper, donc c'est un perte de clients vraiment. Moi j'ai une équipe de 12 personnes qui travaillent à mon actif et quand ils ne travaillent pas, je suis obligé de les payer gratuitement. L'absence de l'électricité régule les horaires de travail. Certains professionnels ont opté pour un système de double rotation. Les coupures ont réellement modifié nos horaires de travail. Parce que s'il y a la coupure dans la journée, on est obligé vraiment d'attendre la nuit pour pouvoir travailler. Ça a beaucoup impacté parce que dans un premier temps, on a essayé de faire une sorte de deux équipes, c'est-à-dire une équipe du matin et une équipe du soir. Donc, c'est-à-dire même quand le courant était coupé le matin, et le soir, l'équipe du soir pouvait travailler comme il le fallait. Mais on a vu qu'avec ça, on n'arrivait pas à pouvoir... on n'arrivait pas à satisfaire la demande. Pour pallier à ces coupures, d'autres ont opté pour les groupes électrogènes. L'achat de ces engins qui ne fonctionnent le plus souvent qu'avec du carburant génère des frais supplémentaires. Pour entrer, bon, si ça doit toujours comme ça, parce que dans le rambe gasoil 20 000 là, quand j'étais obligé d'acheter récemment un groupe électrogène qui m'a coûté beaucoup, mais c'était un sacrifice nécessaire. Voilà. Donc, dès qu'il y a coupure de courant, je suis obligé de mettre le groupe en marche et afin qu'on puisse continuer notre travail. Ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir un groupe électrogène se débrouillent avec les moyens de bord. Si ça coupe l'après-midi, ça vient jusqu'à 22h, 23h. Souvent même 3h du matin. Ça, c'est pas bon. Donc, on part à la maison sans travail. On ne peut rien faire. On vient, on part. Rien. On ne peut rien faire sans le courant. Parce que même si on fait du fraisage, on ne peut pas chercher, on ne peut pas faire les tirés sans mettre sous le casque. On ne peut rien faire. À quand la fin de ces désagréments? Nous ne saurons le dire. Voilà, c'était là le commentaire d'Aminata Mariko sur les images de nos reporters Chetidiane Koulibaly et Georges Attino Koulibaly. Sport, athlétisme, le coup d'envoi du tournoi de la solidarité 2013 a été donné ce vendredi au stade du 26 mars de Bamako. 3 pays, le Burkina Faso, le Niger, le Togo et le Mali prennent part à cette 21e édition qui s'étend sur 3 jours. Vainqueur de 3 dernières éditions, le Mali compte rééditer cette année encore l'exploit devant son public. Écoutons à ce sujet Idriss Abba, président de la Fédération malienne d'athlétisme. Il est au micro de Yacouba Dansoko et Daouda Doumbia. Les courses de ce soir, vous l'avez constaté, ce sont de très belles courses. Et où le Mali a pu quand même à faire déjà certaines victoires et nous pensons que peut-être à l'issue de la compétition, si Dieu le veut, nous allons peut-être donner une grande satisfaction à notre peuple parce que nous rappelons qu'en 2010 au Niger, en 2011 à Lomé, donc au Togo, et en 2012 au Burkina Faso, à Ouagadougou, nous avons remporté les coupes du tournoi de la solidarité. Et ici, nous voulons peut-être faire le plaisir au peuple malien qui souffre, et notamment envoyer un message fort aux habitants de nos régions qui sont vraiment sous une pression psychologique incroyable, terrible, effroyable, que jamais le peuple malien n'avait vécu. Et nous pensons que le sport aussi peut apporter sa contribution à ramener la paix, à ramener l'entente entre les gens, entre nos peuples, entre nos jeunesses. Du sport encore, deuxième retraite du football anglais à ces mois-ci après Alex Ferguson. C'est David Beckham qui tire sa révérence. Le président du Paris Saint-Germain annonce que des discussions sont en cours pour que le footballeur reste au sein de l'équipe parisienne. Mais vous le savez, David Beckham est une icône, mais pas seulement sur le terrain de football. Regardez. Outre-Manche, la presse est dithyrambique et le mot est faible. Merci David, ne pars pas. Autant d'articles en forme de déclaration d'amour. L'idole du foot anglais est un futur retraité. C'est un bon ambassadeur pour notre pays. C'est un grand footballeur, vous savez. Il n'y en a pas tant que ça dans son genre, c'est un génie. Il va nous manquer. C'est un bon père de famille et un exemple pour le football. Le footballeur Beckham, réputé pour ses coups francs et son professionnalisme, a gagné une douzaine de titres en Europe et aux États-Unis. Le garçon prétendait régulièrement au titre non officiel mais tout aussi honorifique d'homme le plus classe du monde. Sa belle gueule est devenue son fonds de commerce. 20 années de carrière passées au bras de sa femme Victoria, ex-star de la chanson. Autant de coupes de cheveux, de flashs qui crépitent.
et de fans hystériques. David et Victoria, c'est aujourd'hui une fortune estimée à 237 millions d'euros. Il nous a vendu un peu plus que du sport. Il nous a vendu aussi une saga familiale. Il nous a vendu des images, la participation du footballeur à la vie de la société. Et il a amené au football un public nouveau, les femmes des supporters. Ouais, il m'a donné l'envie pour le plaisir des yeux. Les mauvaises langues diront que sportivement, Beckham est à la retraite depuis 5 ans. Et qu'en signant au PSG, il a surtout assuré son après-carrière. On parle de lui comme ambassadeur sportif du Qatar. Le footballeur a encore 2 matchs à jouer, mais l'homme de pub est loin de vouloir accrocher. Voilà, vous êtes bien sur Africable Télévision et voici votre programme de la soirée avant de nous quitter. Tout à l'heure à 20h30, votre avis, 21h15, 21h30 dans Afrique Info. Première partie, 22h15, votre série Chouarg à 22h30, 22h40 dans grand documentaire consacré à l'ONU et la fin de la guerre froide. C'est sur Africable Télévision et à regarder absolument. Déjà, je vous souhaite un excellent début de week-end. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.